Alors, je vous présente maintenant Gianpaolo Di Stefano, qui est étudiant en postdoc au sein du département des études historiques de l'Université de Turin. Il travaille notamment sur l'influence des orfèvres parisiens dans les cours et trésors italiens du XIIIe et XIVe siècle. Gianpaolo va nous livrer ici les dernières découvertes relatives à une collection qu'on connaît assez bien ici, la collection de Charles Descalopier. Gianpaolo. Merci beaucoup. L'exposition artistique et archéologique d'Amiens de 1860 a vu la participation, ainsi que de Jacques-Philippe Bouvier, d'un autre personnage étroitement lié à Amiens, Marie-Joseph Charles, comte de l'Escalopier. Le comte de l'Escalopier était né à Léoncourt-Fosse, près des Rois, dans la Somme, dans son château patrimonial, le 9 avril 1812. Issu d'une famille qui se disait descendante della Scala de Vérone, l'Escalopier compte parmi les érudits français les plus prolifiques du XIXe siècle, notamment en ce qui concerne le Moyen-Âge. Ce n'est pas question ici de retracer les étapes de sa vie qui ont déjà fait l'objet d'un récit dans la tôle de Montéglon en 1864 et d'Alain Carlier à l'occasion de la journée d'études consacrée au comte l'Escalopier, organisée ici à Amiens. Les actes de cette journée constituent aujourd'hui une contribution majeure pour l'étude de cette personnalité, embrassant les différents aspects de son activité, en particulier sa passion pour les livres et pour le collectionnisme d'objets d'art. Bien que les relations entre Bouvier et l'Escalopier restent à éclaircir, la participation de ces deux collectionneurs à l'exposition d'Amiens permet de reconnaître la diversité des deux collections, mettant en évidence des approches différentes du faire collectionnisme dans la France du XIXe siècle. Lors de l'exposition de 1860, Bouvier avait reçu les prix les plus convoités, la médaille d'or décernée par l'empereur pour sa collection, je cite, à l'importance toute exceptionnelle. L'Escalopier, quant à lui, il avait reçu une médaille de vermeil pour avoir exposé une sélection d'objets d'art de son cabinet. D'une certaine manière, ce choix représentait à la fois l'orientation de sa collection, mais aussi le goût de l'époque. L'Escalopier avait choisi de présenter un calvaire en buis, salué par Alfred Arcel comme un chef-d'œuvre, et rappelant les petites sculptures en buis de ce type de la collection Sauvageot que l'Escalopier avait probablement vu à Paris. L'anneau en bronze du pape Innocent VIII, exposé par l'Escalopier, s'inscrivait dans un courant de collectionnisme cultivé lié au grand prélat qui avait des antécédents dans le collectionnisme français, comme illustre aussi un dessin tiré par les cartes de Bernard de Montfaucon. Un objet de l'Antiquité tardive, comme le poisson en verre bleu, considéré provenant des catacombes de Rome, reflétait la passion du comte l'Escalopier pour ce sujet, passion qui coïncidera quelques années plus tard avec son intérêt pour les reliques de Sainte Théodosie. Le petit poisson avait été publié pour la première fois dans la revue archéologique en 1848 et représenté également dans les monuments antiques de Jean-Baptiste Muret. À côté de ces objets figurait un gobelet en or appartenant à Anne d'Autriche, un crucifix attribué à Benvenuto Cellini et encore la couverture d'un coussin en velours rouge et broderie d'or. Comme on peut s'y attendre de la part d'un grand bibliophile, l'Escalopier avait présenté aussi un prestigieux manuscrit, c'est-à-dire les Heures d'Henri II, important manuscrit enluminé en forme de fleur de lis, et aussi un rare exemplaire imprimé des Canones et Decreta, authentiqué par les secrétaires et les notaires du Concile de Trente. Il faut dire d'emblée que l'intérêt de l'Escalopier pour les objets d'art était en quelque sorte un peu secondaire par rapport à son intérêt premier pour les livres et le manuscrit. Charles de l'Escalopier, bibliophile, effectivement avait occupé des fonctions importantes dans les institutions culturelles parisiennes et sa nomination comme conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal mérite d'être mentionnée à cet égard.
Ce double fil conducteur entre l'expérience des métiers du livre et de la philologie et la passion pour le Moyen-Âge culmine en 1843 avec la publication d'une édition et de la première traduction en français du célèbre De Diversis Artibus, ouvrage du premier quart du XIIe siècle consacré aux techniques de l'art et composé par le prêtre Théophile. La publication de cette traduction avait provoqué un véritable séisme dans le monde de l'érudition parisienne de l'époque. La version du traité publiée par les comtes fut en effet sévèrement attaquée par les érudits les plus importants. L'historien et archéologue Jules Quicherat, par exemple, dans les pages de la bibliothèque de l'école des Chartes, avait considéré la traduction du traité, je cite, « une affectation continuelle de fidélité qui la prive de toute précision ». La traduction de certains termes, en particulier celui de lectrum, avait en outre généré une véritable querelle qui avait vu parmi les protagonistes l'érudit Ferdinand de Lasteyrie et Jules Labarthe. Mais au-delà de ce débat scientifique et philologique, ce qu'il importe de souligner ici, c'est les liens très étroits qui existent entre les thèmes du traité de Théophile et l'intérêt croissant des collectionneurs pour les objets d'art médiévaux. Les traités de Théophile, on le sait, portent sur les aspects techniques liés à la production d'objets somptuaires au Moyen-Âge. Le troisième livre du traité, entièrement consacré aux arts du métal, avait offert aux amateurs et aux érudits l'occasion de porter un regard différent sur les objets visibles dans les cabinets de l'époque. L'intérêt de l'escalopier pour ce thème se reflète également dans la composition de sa collection, qui comprend des objets d'art, des matériaux et techniques différents, allant de l'Antiquité au XVIe siècle, avec des compléments du XIXe siècle liés à la mémoire de l'archevêque de Paris, Denis Affre, touché par une balle lors des émeutes du 48. La collection est connue grâce au catalogue rédigé par l'archéologue et sigillographe parisien Arthur Forget et publié en 1807. Au cours de cette communication, il sera fait référence à plusieurs reprises à ces catalogues qui à ce jour constituent en fait le répertoire complet de la collection léguée à la bibliothèque municipale d'Amiens par la veuve Lescalopier. Il faut souligner que certains des œuvres Lescalopier, avant même les catalogues de Forget, étaient déjà connus grâce à leur présence dans les revues les plus importantes de l'époque. En 1858, par exemple, Alfred Darcel avait publié les 3 phylactères Lescalopier dans les pages des annales archéologiques. Ces 3 reliquaires, à tort considérés comme des agrafes dans les catalogues, datent d'environ de 1220-1230 et ont probablement été fabriqués en Picardie. Ils provenaient de la collégiale Saint-Martin de Picquigny. L'abbé Graval, curé doyen de Picquigny, en avait fait don au comte. Ces 3 reliquaires documentent l'acquisition d'œuvres sortant de la région, selon un processus qui apparaît fréquent aussi dans la collection Bouvier, par exemple, alors que l'aspect le plus caractéristique de la collection Lescalopier, c'est l'acquisition de pièces d'origine parisienne. Les comtes vivaient en permanence à Paris, où avaient également fait construire une résidence dans les buttes de Montmartre, dans le style architectural du XVe siècle. Ses contacts avec les savants parisiens l'avaient favorisé dans l'acquisition d'objets d'art. Ainsi, à l'occasion de la journée d'études amiénoises consacrée à l'Escalopier, Blandine nouvellement avait présenté une découverte concernant une crosse en cuivre représentant le couronnement de la Vierge, des propriétés de l'Escalopier. Cette crosse, datant du XIIIe siècle, issue de la production de Limoges, avait été acquise par l'Escalopier de la collection d'Auguste de Bastard-d'Étang. En effet, la crosse, accompagnée par le nom de son ancien propriétaire, apparaît dans le trésor de numismatique et glyptique publié en 1839. Bien qu'il n'y a pas de sources concernant les circonstances de cette acquisition, il est possible que l'intérêt commun pour les livres et les manuscrits ait favorisé à Paris les contacts entre les 2 bibliophiles. Or, c'est donc cet aspect tout parisien de la collection Lescalopier que je voudrais attirer l'attention. Effectivement, le comte il semble très intégré dans le milieu des antiquaires et des collectionneurs parisiens.
Pour son cabinet, l'Escalopier avait acquis de l'église parisienne Saint-Leu 3 rares fragments d'étoffes anciens. Ces 3 portions avaient été publiées par Arthur Martin avec des magnifiques chromolithographies de Le Mercier dans le mélange archéologique d'histoire et de littérature en 1853. La provenance par l'église Saint-Leu est bien indiquée par Martin, qui explique comment ces tissus avaient été utilisés pour la conservation des reliques de Sainte Hélène, reliques volées à Rome au profit de l'abbaye de Auvilliers et pendant la Révolution préservées à Paris dans l'église de Saint-Leu. Dans le catalogue de l'Escalopier de Forget figurent des étoffes qui enveloppaient le corps de Sainte Hélène, mère de Constantin, trouvée dans sa chasse à l'église Saint-Leu à Paris, mentionnée au numéro 55 du catalogue Forget, mais ne correspondent pas à celles publiées par Martin. Ces derniers, en fait, représentaient en Sembourg le fabuleux dragon-chien à la queue de paon de la mythologie perse, fragment datant du 7e ou 8e siècle et attribué à l'Iran ou à l'Asie centrale. Les tissus de Saint-Leu devaient être à l'origine plus grands et 4 fragments existent. 2 sont conservés au musée des arts décoratifs de Paris, l'un provenant de la collection Gay, l'autre entré au musée en 1913 par donation. Un autre fragment est conservé au musée de Cluny, un quatrième fragment au Victoria and Albert Museum de Londres, où entra en 1863. Donc, les tissus de l'église Saint-Leu n'étaient pas les seuls objets de provenance parisienne conservés dans le cabinet d'Escalopier. Je ne m'attarderai pas sur les marchés de l'art à Paris dans les années qui ont suivi la Révolution. Cependant, il est nécessaire ici de souligner l'importance de certains événements qui avaient facilité la circulation et la disponibilité d'objets d'art médiévaux sur les marchés de l'art, encore entre le 2e et la 4e décennie du 19e siècle. Parmi ces événements, il faut mentionner la vente après décès de la collection d'Alexandre Lenoir, figure majeure de l'époque, célèbre conservateur du musée des monuments français, administrateur de l'église de Saint-Denis, ainsi que peintre, antiquaire et critique d'art. Bien que ne soit pas précisé dans les catalogues de la collection, certains des œuvres l'Escalopier provenaient du cabinet d'Alexandre Lenoir. L'un de ces objets a été identifié par Jean-Joseph Marquet de Vasselot. Il s'agit d'une grosse limousine du XIIIe siècle présentant des altérations évidentes dues à un contact avec le feu. Au numéro 123 de la vente Lenoir, il y avait effectivement, je cite, 2 crosses en cuivre émaillées, l'une et l'autre du XIIIe siècle. Ces 2 monuments proviennent du même incendie de Saint-Germain-des-Prés. Les aimants sont en partie détruits par le feu. Fin de la citation. Effectivement, à la suite du dramatique incendie qui avait touché l'abbaye et la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés en 1794, Lenoir avait fait chercher dans les cendres et, comme il dit dans son journal, je cite, « Je n'ai pu découvrir que 2 vieilles crosses en cuivre entièrement brûlées, dont une est tellement tordue qu'elle a perdu sa forme. » Fin de la citation. Si la crosse avec Saint-Michel a été reconnue dans l'exemplaire aujourd'hui en Pologne, l'autre qui correspond au mot tordu utilisé par les Noirs même est donc la crosse achetée par l'Escalopier et aujourd'hui à Amiens. Une provenance Lenoir est aussi possible pour une mitre à l'encre représentant un calvaire d'une part et un Christ en majesté entre la Vierge et Saint Jean de l'autre, que le catalogue L'Escalopier décrit comme provenant de la Sainte-Chapelle de Paris. Un objet d'un très grand prestige donc pour sa provenance, tout comme pour la rareté de sa technique qui évoque bien sûr le célèbre paramon de Narbonne du Louvre. Dans une étude consacrée aux mitres français du Moyen-Âge, Michel Bollier a proposé pour cette mitre une chronologie vers 1470-1480. Une mitre de la même technique est aujourd'hui conservée au musée de Cluny.
Elle aussi passe pour une œuvre provenant de la Sainte-Chapelle, tout comme une autre brodée conservée dans le même musée. Effectivement, Alexandre Lenoir avait acheté au dépôt de Petits Augustins certains objets du trésor de la Sainte-Chapelle, qui figurent dans les catalogues de la vente après décès de sa collection. C'est le cas de la merveilleuse Vierge à l'enfant en ivoire, aujourd'hui au Louvre, véritable chef-d'œuvre de la sculpture gothique datant des années 1260-1270. C'est le cas du coffret des Embriachi, avec l'histoire de Médée et Jason, vendu à la liquidation Lenoir et puis acheté par les Victorians Albert en 1856. Et c'est le cas aussi pour deux mitres, l'une à l'encre et l'autre brodée. L'hypothèse d'une provenance de la Sainte-Chapelle pour la mitre à l'encre du musée de Cluny est bien démontrée par les mentions tirées par les inventaires du trésor de la Sainte-Chapelle, autant que pour le journal de Lenoir où il confirme d'avoir tenu pour sa propre collection deux mitres, dont l'une à l'encre. Or, il peut être important de signaler ici que dans la vente Lenoir, la mitre à l'encre est dite décorée d'un calvaire dessiné à l'encre. Ce qui n'est pas le cas pour la mitre de Cluny, représentant la mise au tombeau et la résurrection du Christ. La description du mitre décoré d'un calvaire dessiné à l'encre est en revanche tout à fait pertinente à la mitre l'escalopier de la bibliothèque d'Amiens. Un verbal datant du 1793 signale parmi les objets de la Sainte-Chapelle vendus au dépôt de Petits Augustins, je cite, 5 mitres d'évêques. Mais à part les deux réservés par Lenoir pour sa collection et passés ensuite à Cluny, les traces des 3 autres sont perdues. Si donc un passage Sainte-Chapelle, Lenoir, l'escalopier pour la mitre d'Amiens reste à vérifier tant qu'il est fort probable, cette crosse en bois, au contraire, faisait sûrement partie de la collection Lenoir. Il s'agit d'une crosse en bois de petite taille, présentant des dégâts typiquement liés à l'altération du bois. La crosse présente au milieu de la volute une feuille tripartite selon un modèle caractéristique pour les crosses du XIIIe siècle, comme on peut voir dans cet exemplaire du Walters Art Museum de Baltimore. Les crosserons en bois, en revanche, aujourd'hui sont très rares parce qu'ils étaient plutôt destinés à un usage funéraire. Un exemplaire du Louvre avec une terminaison en forme de coque et portant des traces de dorure peut-être daté au XIVe siècle. Un exemplaire du British Museum de Londres provenant de la sépulture de l'évêque de St. David William Lidwood est une œuvre du XVe siècle. Effectivement, les catalogues de la collection L'Escalopier nous informent que le crosseron avait été retrouvé dans l'église parisienne de Saint-Germain-des-Prés lors de l'ouverture des tombeaux en 1199 sous la demande, encore une fois, d'Alexandre Lenoir. Le résultat de ces investigations avait été présenté à plusieurs reprises par Lenoir, mais aussi par son fils Albert, dans le Statistique de Paris, dont aujourd'hui restent également les dessins et les croquis à la bibliothèque de l'ENACHA à Paris. Il s'agissait de la sépulture de l'abbé Morard, placée à proximité de la sépulture primitive de Saint-Germain. À l'intérieur de cet tombeau avait été retrouvée une crosse en os en forme de tau, aujourd'hui au musée de Cluny, œuvre réalisée en Île-de-France avant 1014. De cet objet, il existe un croquis de Lenoir conservé au département des arts graphiques du Louvre. Ce qui intéresse de plus près dans cette enquête sur le tombeau de Saint-Germain-des-Prés sont en revanche les relevés de l'ouverture d'un second sarcophage, identifié par Alexandre Lenoir comme celui de l'abbé Angon, mort en 1026, mais qui aujourd'hui est plus justement considéré comme celui de l'abbé Pierre de Courpalais, abbé de Saint-Germain-des-Prés, mort en 1334. On voit ici un dessin d'Albert Lenoir qui représente une vue générale de la tombe ouverte, laissant voir les mobiliers funéraires, la dalmatique, Angon, chausse et crosse. La crosse en bois réapparaît dans un croquis signé par Alexandre Lenoir à côté de la crosse en os de l'abbé Morard,
et de la grosse limousine provenant de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui en Pologne. Il s'agit donc incontestablement de la crosse de la bibliothèque d'Amiens que l'Escalopier avait pu acheter à la vente Le Noir de 1837. Au numéro 173 de ce catalogue, une crosse en bois trouvée dans les tombeaux dans la baie de Saint-Germain-des-Prés est mentionnée. La crosse est en tout cas connue en 1856 par Arthur Martin et l'année suivante par Auguste du Bastard, qui en donne une gravure accompagnée de la légende « Cabinet l'Escalopier ». Mais l'histoire n'est pas terminée, car l'Escalopier avait réussi à acquérir pour son cabinet d'autres fragments provenant de ce contexte. Un des gants pontificaux, un réseau bouclé simple, dont le deuxième se trouve au musée de Cluny. Un fragment textile réputé d'origine syriaque, daté du premier tiers du XIVe siècle, dont l'autre partie est également conservée au musée de Cluny. Les tissus retrouvés à l'intérieur des tombeaux de Saint-Germain-des-Prés avaient précocement intéressé les érudits du temps, comme Desmarais en 1806 ou Nicolas Xavier Villemin en 1839. Comme on peut s'y attendre de la part d'un grand bibliophile, la collection de l'Escalopier comprenait également quelques objets liés aux livres et aux manuscrits. Un rare fermoir de livres, probablement du XVe siècle, faisait en effet partie de son cabinet, de même qu'une reliure en orfèvrerie. Avant de conclure, je voudrais donc m'attarder sur cette œuvre pour présenter une nouvelle hypothèse concernant sa chronologie et sa localisation géographique. Comme l'indique le catalogue de Forget, la reliure était arrivée à la bibliothèque d'Amiens sans le manuscrit pour lequel elle avait été préparée. Cette éventualité est après tout typique des collections du XIXe siècle, où les plaques de reliure en or, en argent ou en ivoire entraient dans les cabinets sans le manuscrit, mais comme des pièces autonomes. La reliure de la collection L'Escalopier est composée de plaques d'argent travaillées par estampage, puis fixée sur une âme en bois. Elle comprend, dans un cadre de quelques centimètres de large, d'un côté la crucifixion, de l'autre le Christ en majesté, selon un schéma iconographique récurrent pour les plats de reliure au Moyen-Âge. Jusqu'à présent, la localisation géographique de cette œuvre ainsi que sa chronologie ont posé de nombreux problèmes. Elle a été considérée comme un pastiche en raison de la diversité des motifs ornementaux qui la composent. L'étude de ces plats de reliure, au contraire, semble dissiper les doutes quant à son ancienneté. Cette reliure, au niveau du style et de la technique, appartient aux œuvres réalisées dans les duchés de Savoie au XVe siècle, en particulier dans les milieux de la vallée d'Aoste, territoire intégré au duché de Savoie dans les années du duc Amédée VIII. Les motifs ornementaux, ainsi que la représentation du Christ, de Marie et de Saint Jean, trouvent des comparaisons très précises dans la production d'orfèvrerie de la vallée d'Aoste, où se retrouvent identiques les deux motifs. Celui du ranceau qui serpente tout autour d'élégantes palmettes, autant que les motifs de la frise de palmettes. Les dimensions des bordures en argent des plats d'Amiens correspondent parfaitement aux bordures utilisées dans les croix et le reliquaire de la vallée d'Aoste au XVe siècle. Même pour les figures de Marie, de Saint Jean et du Christ, des comparaisons très précises peuvent être trouvées dans ces mêmes milieux. En particulier pour la figure du Christ, avec les figures de la chasse des Saint-Gras de la cathédrale de Aoste, mais aussi dans le milieu de la sculpture du XVe siècle de la vallée d'Aoste. Les propositions concernant la reliure d'Amiens mettent donc en évidence la nécessité d'un contrôle plus approfondi sur les objets qui composaient la collection L'Escalopier, dont l'histoire s'avère complexe et sans nul doute réservera encore quelques surprises. Merci beaucoup.